Bonsoir à tous. C'est incroyable ce soir, c'est l'Enjaille. C'est incroyable, on est le 3 février 2022. L'année, elle commence super bien pour tout le monde, c'est fou. Moi, je pense que c'est une année qui va être d'enfer. Tu penses pas que c'est une année qui va être d'enfer, Raph? En tout cas, si ça a autant d'impact que l'intro que tu nous as fait, ça devrait être pas mal. Yes, cool. Et avec Raphaël, on a aussi Léopold qui fait son grand retour dans l'émission. Dans ce 7e épisode de cette saison 3, c'est incroyable, chers auditeurs. Comment ça va, Léo? Ça va bien. Écoutez, vous m'avez manqué, donc je reviens avec grand plaisir. Tu nous as manqué aussi, d'autant plus que tu as avec toi une chronique, que dis-je, une chronique, quelque chose que tu as préparé depuis des plombes pour normalement la saison 2, mais comme les aléas de la vie font que parfois, on ne se retrouve pas au bon moment, et du coup, heureusement, tu es là pour la saison 3, et ça, c'est vraiment coolissime. Alors, du coup, on a ici deux individus. Oui. Deux individus qui parlent d'histoire, mais l'un parle de guerre, et l'autre, lui, parle plutôt de romance, d'aventure ou de beaucoup de choses assez incroyables. Alors lequel d'entre vous veut commencer? Ou est-ce que vous voulez que je choisisse arbitrairement à l'aide d'un chalumeau? Je pense que Léopold et moi-même serons d'accord pour dire que le chalumeau va nous départager. Moi, l'arbitraire, c'est ça qui est bien. L'arbitraire. Alors, chers auditeurs, je vous ai écrit, j'ai ici un chalumeau de couleur rouge de type bic. Je vais le faire tourner à la manière de Rahan sur ma table basse et la pointe noire désignera qui commencera en premier. C'est Léopold qui commence en premier. On commence donc par la guerre. En même temps, c'est la meilleure des choses. Et c'est la meilleure des choses, la guerre. Avant le réconfort. On commence par la guerre et on finit par la romance, comme ça. Le meilleur d'abord. Ça, c'est beau. Et bien, du coup, place à la guerre. Je t'écoute. Très bien, passe à la guerre. Alors aujourd'hui, donc comme tu as dit, on est le 3 février. Et je vais vous parler de quelque chose qui n'a aucun rapport avec le 3 février. Parce que je vais vous parler de Koursk, de la bataille de Koursk, qui s'est déroulée en 1943. Et notamment, plus précisément, de la bataille de Prokhorovka, qui est une espèce de sous-bataille dans la bataille de Koursk. Et donc je vais essayer de faire un petit déroulé assez rapide, parce que Koursk, on pourrait en parler pendant des heures, on n'aurait pas fini, sur pourquoi la bataille de Koursk, et enfin la bataille de Prokhorovka, qui est connue pour être la plus grande bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc, à l'été 43, l'Allemagne nazie se retrouve un peu dans une impasse stratégique. La défaite de Stalingrad, qui a été consommée le 2 février 43, et la contre-offensive soviétique qui a suivi, ce qu'on appelle l'opération Uranus et Petite Saturne, lui ont énormément coûté. Tout d'abord, ça a été un coup énorme porté au prestige de l'Allemagne, et de la Wehrmacht, qui était connue comme l'armée invincible. Les alliés européens commencent à douter sérieusement de la victoire finale et commencent à prendre tout doucement leur distance avec Hitler. Notamment la Roumanie et l'Italie, qui ont toutes les deux perdu plusieurs armées et des centaines de milliers d'hommes. On peut penser notamment à la 8e armée italienne ou encore les 3e et 4e armées roumaines, donc ce qui commence à faire des gros trous dans les lignes allemandes. Le second défaite de Stalingrad, qui est beaucoup plus grave que le précédent, c'est la destruction d'une armée complète allemande, la 6e armée, qui passait pour être la plus puissante formation allemande à l'Est, et un corps de la 4e Panzer Armée. C'est une perte terrible pour l'armée allemande à l'Est, ce qu'on appelle la Ostheer, qui regroupe cette Ostheer, regroupe environ 80% des effectifs de la Wehrmacht. Et donc, cette destruction de l'armée allemande représente une perte terrible, parce que les hommes perdus étaient des troupes expérimentées. Et notamment la perte des cadres, officiers et sous-officiers, va être une difficulté supplémentaire pour la formation et l'encadrement de nouvelles troupes dans les mois suivants. La perte de 250 à 300 000 hommes, Stalingrad à la contre-offensive qui a suivi, ça représente la perte de 250 à 300 000 hommes, donc c'est énorme, dans une armée qui est en constant manque d'effectifs et catastrophique. Pour combler ces trous, la Wehrmacht va devoir faire appel à des classes d'âge de 17 ans, elle va devoir ratisser les services arrière, enfin bref, tout ce qui respire est bon à servir. On pourrait résumer comme ça. Les soviétiques donc profitent de cette désorganisation du front sud allemand et du trou causé par cette destruction de la 6e armée. Ils poussent leur avantage et atteignent le fleuve, alors excusez-moi pour la prononciation, mais c'est le fleuve Dnieper. Heureusement, grâce à un général allemand de génie, le général Feldmarschall von Manstein, l'offensive d'hiver soviétique se fait écraser par une contre-offensive menée par des groupements blindés extrêmement puissants, ce qu'on appelle le SS Panzerkorps, et la 1e et 4e Panzer Armée. Même si le terme Panzer Armée, faut pas non plus se faire avoir par ce terme, ça regroupe beaucoup d'infanterie. C'est pas que des Panzers, que des chars dans les Panzer Armées. C'est beaucoup d'infanterie avec un peu de tank. D'accord, ça je savais pas, tu vois, par exemple. Souvent on a l'impression qu'on dit waouh, première Panzer Armée, waouh, c'est hyper puissant. Mais en fait, c'est surtout beaucoup d'esbrouf. C'est beaucoup. Parce que c'est la première, quoi.
Oui, c'est ça, ouais, c'est... Donc, au terme de cette contre-offensive, plusieurs corps blindés rouges qui étaient épuisés et beaucoup trop étirés se font encercler et détruire. Donc, von Manstein a récupéré une situation qui était quand même assez mal engagée. Au terme de cette destruction des blindés rouges, la direction allemande de la guerre va se poser la question de l'offensive d'été. On s'est rétabli, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Il faut en effet une victoire sans appel, afin de rassurer les alliés du Reich, mais aussi le peuple allemand. Donc on a deux camps qui se dessinent à gros traits dans l'état-major allemand, les partisans du coup droit ou les partisans du revers, comme au tennis. Le coup droit, ça consiste à prévenir une attaque soviétique, qui ne manquera pas d'arriver, ça c'est sûr et certain, comme toute armée, on profite de l'été pour attaquer. Pour prévenir cette attaque, on attaque nous-mêmes avant eux, on frappe très fort et au plus tôt, là où les dégâts seront maximum. Le revers, c'est exactement le contraire en fait. On laisse venir l'attaque, on les laisse s'enfoncer dans les lignes et on frappe d'un coup extrêmement dévastateur dès que les forces ennemies montrent des signes de faiblesse. C'est exactement ce qu'a fait von Manstein lors de la contre-offensive. Donc, beaucoup de discussions et Hitler, joueur comme il est, il va opter pour le coup droit. Il va dire « Non, on laisse pas attaquer, c'est nous qu'on doit frapper en premier ». Donc, l'endroit choisi pour ce coup droit sera le saillant de Koursk en Ukraine. Quand on regarde une carte, c'est vraiment une carte de la situation en avril-mai 43, on voit vraiment que ça se découpe, c'est vraiment hyper évident. Donc, ça présente 3 avantages pour le commandement allemand. Déjà, on détruit 2 fronts soviétiques et les réserves placées derrière, puisque le plan consiste à les attirer. Alors, petite précision, un front soviétique, ça correspond à peu près à un groupe d'armées occidentales. Voilà, tout simplement, mais c'est juste que dans la nomenclature soviétique, on n'appelle pas ça groupe d'armées, on appelle ça un front. Et un front qui est nommé suivant la direction dans laquelle il est censé opérer, donc le front Ukraine, le front Nord, le front, voilà, tout simplement. Deuxième avantage, empêcher une offensive d'été, tout simplement. Et troisième avantage, bien supérieur aux autres, c'est raccourcir le front allemand d'environ 280 km et économiser environ 20 divisions. Extrêmement bienvenue dans un moment où la Wehrmacht connaît une crise des effectifs. L'attaque allemande prévue est relativement simple et typiquement germanique. Une attaque en pince à la base du saillant, former un chaudron et mener la spécialité allemande de la guerre qu'ils ont fait des dizaines de fois, c'est la bataille à front renversé afin de détruire les groupements à l'intérieur et empêcher les secours d'arriver. Le plan s'appelle l'opération Citadelle et démarrera après plusieurs reports successifs le 5 juillet 1943. Très rapidement, quelques détails sur les forces en présence. Pour mener cette attaque, la Oster rassemble absolument tout ce qu'elle a de mieux. Et c'est une armée encore très impressionnante. Les 2 pinces sont commandées par des chefs talentueux. Au nord, on a la 9e armée, qui est dirigée par Walter Model. Model, c'est très bon général, c'est celui qu'on surnomme généralement le pompier du Führer, puisqu'il rattrape beaucoup de fois la situation. C'est un défenseur tenace, et qui a les préférences d'Hitler. Il a tellement les préférences d'Hitler qu'il peut même se permettre d'ignorer certains de ses ordres, et faire un peu ce qu'il veut, quoi. Pas non plus, il le fait discrètement, mais voilà, il peut le faire, il peut se permettre cette liberté-là. Au sud, on a la 4e Panzerarmee, qui a pour chef Hermann Hoth, qui est un des spécialistes allemands de l'arme blindée. Hoth s'est illustré notamment lors de la poussée de Stalingrad, aux côtés de la 6e armée, et lors de la contre-offensive de Manstein en février-mars 1943. Manstein va chapeauter les armées au sud, et on peut le qualifier objectivement de meilleur général allemand de la guerre. Ses faits d'armes sont nombreux, effondrement de la France, prise de Sébastopol, de la Crimée, et il arrive notamment à rétablir des situations compromises, comme on l'a vu plus tôt. La Oster n'a jamais été aussi bien équipée, tant en quantité qu'en qualité. L'opération rassemble 900 000 hommes, dont plus d'une moitié de vétérans, 2000 chars et canons au moteur, et plus de 2000 avions. Donc c'est un pari, mais un pari qui a quand même une chance non négligeable d'atteindre ses objectifs. Ouais. En face, on a des soviétiques, qui ont remarqué la position stratégique du saillant. Comme je vous l'ai dit, quand on voit une carte, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour voir que c'est vraiment le saillant où on peut tenter un chaudron, on peut tenter un encerclement. Donc ils décident de mener une bataille défensive. Ils concentrent à l'intérieur du saillant 2 de leurs plus puissants fronts. Le front du centre, qui est commandé par le maréchal Rokossovski, qui est un brillant général, très maniaque dans la préparation des opérations. Et le front de Voronezh, qui est face à Hoth,
et qui est commandé par Nikolai Vatoutine, un excellent officier, très agressif et extrêmement très audacieux. Il commande environ 1 200 000 hommes et plus de 3000 chars. Sans compter derrière la réserve, le front de la steppe de Koniev, qui doit contre-attaquer dès que l'élan sera brisé. Pour briser cet élan, il ne laisse rien au hasard, il dirige pas moins de 6 lignes de défense concentriques, alors qui est composé avec absolument tout ce qu'on peut imaginer, tranchées, fossés anti-chars, lignes mitrailleuses, canons anti-chars, des mines. En fait, Kursk c'est devenu une forteresse à ciel ouvert. Voilà. 2 armées extrêmement puissantes et un gros pari pour l'armée allemande. Mais un pari qui peut être gagnant. La bataille de Kursk donc débute, après plusieurs reports, le 5 juillet 43. Et les premières phases du combat ne se passent pas comme prévu, ni pour les Allemands, ni pour les Russes. Le 2e Panzerkorps SS, donc est composé des 3 divisions blindées SS qui sont vraiment extrêmement puissantes, a réussi à passer en 48 heures les 2 premières ceintures défensives. Donc on se dit, tout va bien, en deux jours, mais malheureusement, elles n'arrivent pas à percer les suivantes, et elles butent dessus. Les Allemands ont complètement sous-estimé la profondeur des défenses soviétiques. Les Soviétiques se sont fait percer, laminer, exploiter en 41 et en 42, mais ils ont appris. Ils ont appris à la dure, mais maintenant, c'est du béton leur truc. Le 6e jour, ils butent encore sur la 3e ligne de défense. Donc ça veut dire, en 2 jours, t'as réussi à en passer 2, mais t'y arrives plus. L'élan est brisé. De plus, les troupes qui devraient couvrir leur flanc n'avancent pas assez vite. Donc, ce qui va obliger constamment les divisions blindées à divertir des forces pour faire face aux incessantes contre-attaques soviétiques. Donc là, on se dit, soviétiques, c'est bon, c'est tout bénef pour eux. Mais les soviétiques, la situation est tout aussi mauvaise. Ils espéraient que les Allemands soient bloqués devant la première ceinture directement. Ouais. Les Waffen-SS la percent en 48 heures, donc dès le 3e jour, Vatoutine est obligé d'engager sa réserve opérationnelle, la première armée blindée, alors qu'il les espérait la garder pour contre-attaquer. Mais rien n'y fait, elle n'arrive pas à stopper ce qu'on appelle les 3 sœurs SS, les 3 divisions blindées, qui continuent leur chevauchée vers la petite bourgade de Prokhorovka. Du coup, on appelle des renforts. Ces renforts sont envoyés du front de la steppe, qui était placé en réserve derrière le saillant de Kursk, et ils ont pour mission ces réserves, donc 5e armée de la garde et 5e armée blindée, donc une grosse réserve blindée, qui ont pour mission de repousser les Allemands sur la ligne de départ. Le 12 juillet, donc seulement 7 jours après le début de la bataille de Kursk, se tient alors la bataille de chars de Prokhorovka, mettant aux prises les 3 divisions blindées SS à la 5e armée blindée de la garde, général Rotmistrov. Ça a été une surprise pour les Allemands, ils ont été surpris dans leur avancée, mais ils se reprennent et arrivent à repousser les assaillants avec de sérieuses pertes, des pertes lourdes. Les Soviétiques reculent, en désordre, et les Allemands restent maîtres du terrain et en ordre de bataille. Pour les Soviétiques, cette contre-attaque blindée a été véritablement menée de façon désorganisée et montre encore parfaitement les faiblesses tactiques de l'armée blindée soviétique face à l'armée blindée allemande. Cette contre-attaque a été menée dans l'urgence, un peu en panique devant l'avancée allemande, qui fait que ordre et contre-ordre n'ont pas arrêté d'affluer au quartier général de Rotmistrov, chargé de la contre-attaque. Il a été obligé d'attaquer sur un terrain qu'il n'a pas reconnu, a lancé ses corps blindés les uns après les autres, de façon non coordonnée, et du coup, ils n'ont pas pu se soutenir les uns les autres. Du coup, les Allemands, au lieu de se retrouver face à des forces blindées supérieures, ont pu détruire chaque corps les uns après les autres. On peut en distinguer donc 3 raisons principales à cet échec. Lancer des T-34, le T-34, c'est le char moyen, c'est le cheval de bataille de l'armée blindée soviétique, c'est le char produit en masse, excellente qualité et bon marché. Donc lancer ces T-34 à pleine vitesse, ça équivaut à les priver de précision. Les stabilisateurs des canons des chars n'existent pas encore. Face à des panzers qui restent immobiles au maximum, ça revient un peu à du suicide. Charger un terrain découvert, même pour des chars, c'est pas très bon. Les soviétiques ne maîtrisent pas encore le concept de base du combat blindé. Pendant qu'une compagnie avance, l'autre la couvre de ses feux, ainsi de suite. Bon, on est encore en 43, les soviétiques sont encore en train d'apprendre, mais les leçons seront retenues plus tard. La deuxième raison dérive de la première. Les charges en terrain découvert se transforment en véritable boucherie. Face à des panzers qui possèdent de meilleurs viseurs optiques, les Allemands ont toujours fabriqué d'excellents viseurs optiques. Les tubes de 75 et 88 mm des Panzer IV et des Tigres transforment cette contre-attaque en tir au pigeon. Les Tigres ouvrent le feu à 1800 mètres et touchent à tout coup. Les Panzer IV peuvent tirer à 1000 mètres et percent avec certitude à 500 mètres. De plus,
Le terrain n'ayant pas été reconnu, les chars soviétiques vont rester bloqués derrière un fossé anti-char qu'ils n'avaient pas pu voir avant. Et comble de l'ironie, ce fossé anti-char est soviétique. Donc, Dommage. ils sont restés là, devant les tubes allemands. Ils ne pouvaient rien faire. Et enfin, dernière raison, les chars allemands sont tous pourvus de radio. Elles permettent de communiquer beaucoup plus facilement, de se regrouper rapidement afin d'éliminer la moindre percée. Les Panzers peuvent ainsi résister alors qu'ils sont en infériorité numérique. Les T-34, eux, tout aussi bons qu'ils soient, n'en sont pas dotés et se retrouvent isolés lorsqu'ils arrivent à pénétrer les lignes ennemies. Ils ne peuvent pas se regrouper et exploiter. Cette bataille de Prokhorovka se solde donc par une éclatante victoire allemande. On n'a pas moins de 60% de pertes dans la pointe soviétique de l'offensive. Mais la bataille de Koursk est néanmoins une défaite pour l'Allemagne. L'offensive s'embourbe et s'arrête le 13 juillet. La pointe nord, donc commandée par Model, n'arrive pas à Koursk, n'arrive pas à refermer l'encerclement. Tout de suite, très très vite, de nombreux mythes entourent cet engagement. Tout d'abord, même si on parle de plus grosses batailles de chars, les effectifs engagés ne sont finalement, après étude des sources, ne sont pas très nombreux. On dénombre, alors à 1 ou 2 chars près. Pour l'instant, c'est vrai que même si les sources ont été décortiquées, il faut toujours garder une espèce de recul critique. Bien sûr. Donc on dénombre environ 350 chars russes et 117 Panzers. La qualité technique et tactique des Panzers leur permet de compenser cet écart numérique. Certes, le T-34 est inférieur techniquement au Panzer, mais il reste très performant. Et surtout, les T-34 sont adaptés à la doctrine soviétique d'opération en profondeur. Ils peuvent aller loin, ils sont robustes et ils sont puissants. Les pertes soviétiques seront en plus rapidement compensées par l'énorme production soviétique. Durant toute la guerre, plus de 100 000 chars soviétiques sont produits contre seulement 50 000 aux Allemands. Et les Allemands, eux, doivent les dispatcher sur plusieurs fronts, à l'Est, à l'Ouest, ils en ont aussi envoyé en Afrique, donc, alors que les Soviétiques, uniquement sur un front. Cette bataille, et je terminerai par là, va immédiatement être transformée par les Soviétiques afin de cacher leur échec. Il y aura des rapports mirobolants, alors 700 pertes allemandes, des corps SS saignés à blanc, vraiment des trucs à la soviétique, on peut dire, alors que les journaux de marche des divisions allemandes montrent seulement 17 pertes contre environ 200 soviétiques. Finalement, qu'est-ce qui a poussé les généraux soviétiques à dissimuler leur échec ? C'est tout simplement la peur de Staline. Même si Staline s'est beaucoup amélioré de ce point-là et ne fait plus trop fusiller ses généraux, il comprend au fil de la guerre que ça sert à rien de les tuer, mais il vaut mieux leur donner une bonne leçon, à dégrader, parce qu'ils peuvent apprendre de leur échec. Mais cette peur est toujours là. Donc Vatoutine et Rotmistrov cachent cet échec par des rapports complètement faux. Et donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le seul succès qu'ils ont rencontré, c'est le succès de la dissimulation de leur défaite. C'est génial ça comme anecdote. Voilà. Merci beaucoup Léo pour cette histoire très intéressante. Honnêtement, moi j'avais jamais entendu parler de tout ça. À côté de moi, j'avais Raph qui hochait de la tête à chaque fois que tu disais le nom de quelqu'un, qui disait oui, c'est quelqu'un d'important. Et moi Non, de tous, je connaissais que Model, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup appris Stalingrad. Donc du coup en 42, donc je crois 2 février, c'est ça ? Ouais, ça fait 79 ans mine de rien. 79 ans. Non. Ouais, 43, 42. 43, la reddition de Stalingrad. 79 ans, ouais. Mais je connaissais pas cette bataille-là. Donc, souvent, on apprend plus Stalingrad, qu'on considère comme le tournant de la Seconde Guerre mondiale, enfin du front de l'Est, et assez peu de Koursk finalement. Donc, c'est les deux plus ou moins qui arrivent au même, pas au même moment, mais moi j'ai toujours appris que Stalingrad c'était le tournant de l'Europe et Midwest c'était le tournant du Pacifique. Après Koursk, c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'on pourrait toujours disserter sur le fait que Stalingrad soit le tournant de la guerre en Europe. Ça pourra faire l'objet d'une autre chronique, par exemple. Oh. Mais c'est vrai qu'après Koursk, les Allemands perdent complètement l'initiative sur le front de l'Est. Ils ne peuvent plus faire que défendre, en fait. C'est pour ça que c'est important. Ils ne peuvent plus attaquer. Les reins de la Wehrmacht sont brisés. Donc, voilà. Pour ça que c'est leur dernière offensive, en fait, quoi. C'est ça, totalement. Après, il n'y aura plus d'offensive ni d'hiver, ni d'été, ni d'automne, rien. Ouais, c'est la fin, quoi. Il restera celle des Ardennes, mais c'est l'Ouest, ça. Ouais, c'est l'Ouest. Ouais, complètement. C'est ça. D'accord. Super intéressant, en tout cas, Léo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens à préciser à nos auditeurs que nous ne sommes pas sponsorisés par World of Tanks, mais peut-être un jour, qui sait, je ne sais pas. Et avant d'enchaîner sur
sur une histoire peut-être plus personnelle d'un individu un peu plus humain finalement plutôt qu'un groupe armé. Je vous propose justement d'avoir un petit débat sur quelque chose d'un peu particulier. Alors ça ne prendra probablement pas des masses de temps, mais je voulais vous poser la question, à votre avis, et là c'est une question qui est actuelle, est-ce que le mythe du self-made man et de l'American Dream est aujourd'hui, compte tenu de notre société et des sociétés occidentales, plus possible? Ou est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'on a encore cet espoir, ce rêve à atteindre finalement? Est-ce qu'on peut se faire tout seul? Se faire tout seul. Je veux dire, réussir dans sa vie, c'est ça partir de rien. Est-ce que ce mythe-là est toujours quelque chose qui est possible? Et est-ce que c'est toujours un mythe qu'on souhaite ou non aussi? Et Les deux deux questions en une. Bah, du coup, il y a une deuxième question suite à ta remarque. Oui. Moi, je dirais que c'est aujourd'hui, il y a un mythe clairement autour à l'américaine. Voilà, je pars de la rue, j'ai rien. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit possible tel ce mythe, mais je dirais que ça s'est reconverti avec l'encouragement. Enfin, on parle beaucoup de start-up aujourd'hui, de gens qui ont certes un bagage, donc c'est-à-dire qu'ils partent pas de rien, mais qui créent leur entreprise de rien en fait. Oui. Donc, il y a un self-made man, mais je dirais que c'est un self-made entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'on part pas de rien, mais on crée quelque chose alors qu'on a déjà peut-être un bagage économique ou. Aujourd'hui, je pense pas que malgré des déclarations de patrons ou de machins qui disent qu'ils veulent pas, qu'on regarde pas les diplômes et machin. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les diplômes, en tout cas en France, les diplômes font tout en fait. Si t'as pas tel machin, tu seras même pas regardé, quoi. Ouais. C'est peut-être un regard désabusé, hein. Je sais. Non, c'est. Mais voilà, donc je pense que on peut pas partir de rien, mais on peut créer son entreprise de rien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de startups, notamment voilà, dans les énergies renouvelables, dans le recyclage, machin. Voilà, on peut créer son entreprise de rien. Voilà. C'est intéressant parce que du coup, la question, elle est un peu posée à chaque fois que je fais personnellement des chroniques par rapport à ce que j'appelle les destins un peu célèbres. Parce que c'est ça en fait, mais historiquement parlant. Je voulais parler, qu'on parle de ça justement pour savoir avec ta chronique. C'est une belle chronique, une belle chronique là-dessus. C'est une belle transition. Non, moi je pense qu'il y a aussi un fait que quand on s'intéressait à ça, on voulait avoir des modèles en particulier et pas le modèle qu'on connaît par rapport à la chronique de Léopold. Ouais. mais en fait, j'entends par là qu'il y avait genre quelque chose qui nous poussait à aller plus loin et aujourd'hui, j'ai presque l'impression que les personnes qui justement ont un destin incroyable sont plus haïes que idolées ou respectées parce qu'elles représentent quelque chose. Alors Léopold parlait de l'entreprise, mais tu peux même aller peut-être même plus loin par rapport au système capitaliste actuel, parce qu'il symbolise quelque chose auquel toi, peut-être au quotidien, tu as du mal. Donc, si tu as du mal avec ce que représentent ces personnes-là, ce sont plus des modèles en tant que tels. Et donc, du coup, est-ce que le self-made qu'on est aujourd'hui, le self-made man, ou woman, tout dépend de qui on veut parler. Dans la question, il y a men dedans, donc on voit bien aussi ce que ça veut dire d'une certaine manière. Oui, c'est un modèle pour moi qui est désuet. Enfin, ça appartient au passé. Ça appartient au passé. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus viable, en tout cas dans la formulation, mais ça peut toujours être possible dans l'intention. Ouais. C'est ça la principale différence. Tu veux dire dans la volonté d'essayer de faire quelque chose avec ce que tu as, de créer quelque chose, quoi. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est que le modèle en question, qu'est-ce que tu cherchais? Tu cherchais d'avoir des richesses. Tu cherchais, qu'est-ce que ça veut dire réussir ta vie? Finalement, c'est presque philosophique. Ce qui renvoie à une autre causerie que vous pouvez aller voir, chers auditeurs. Est-ce que du coup, c'est avoir suffisamment d'argent et quelle est la notion de suffisamment? Est-ce qu'on peut en avoir beaucoup plus que ce qu'on veut, etc. Donc déjà, ces modèles-là sont peut-être pas forcément les modèles qui sont reflétés aujourd'hui par la société actuelle. On peut se satisfaire de pas grand-chose et un inconnu peut être un modèle ou une modèle. Disons que je pense que cette expression de American Dream et Self-Made Man, elle vient un peu effectivement, comme vous le dites, d'un temps d'autrefois où il y avait une société qui était vraiment, c'est toujours le cas, hein, mais très pyramidale, où on se dit le but, on dirait un animé japonais, quoi, en fait. Le but, c'est d'être le meilleur dans ça. Je veux être le plus riche ou je veux être le plus balèze en littérature ou le plus nanana. Et c'est de ça, tu pars de rien et tu arrives à quelque chose. C'est vrai que en parlant, c'est très, très animé japonais. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qui existe plus de nos jours, tout simplement parce qu'en réalité, on se rend compte bien sociologiquement parlant que quand tu nais dans un milieu, tu vas avoir plus de facilité ou de difficulté, au contraire, à aller vers quelque chose que tu souhaites. Et il y a des cas, bien sûr, de gens qui arrivent à se hisser vers ce qu'ils voulaient faire.
que ça peut être n'importe quoi, de la musique ou devenir homme politique ou être très riche, mais putain, c'est pas facile, quoi. Je pense que c'est vrai qu'il y a une désillusion, je oui, c'est pense ça, ouais, aussi. tout à fait, ouais. Je dirais aussi une prise de conscience que finalement le monde il est pas égal, il est pas égal, il est pas Non, juste. c'est ça, ouais. Oui, comme tu dis, il y a certains qui auront plus de facilité, genre milieu familial, machin, voilà, tout à fait. Et je pense que aujourd'hui on arrive à une espèce de prise de conscience où oui, on se rend compte que un tel, il aura plus de chances que moi, et c'est scandaleux, machin. Et du coup, ce mythe du self-made man n'est plus tellement en vigueur. D'actualité, ouais. Ouais. Tout à fait. Mais je rajouterais même quelque chose en plus dans tout ça, parce que j'ai eu la pensée qui vient d'apparaître, c'est que je pense qu'il a jamais été réellement en vigueur. Parce que moi, je le vois comme une chose, c'est que c'est un truc qui est très très américain, et pour moi, c'est de la com. C'est les gens en Amérique qui avaient besoin de main-d'œuvre, qui se sont tournés vers l'Europe, notamment surtout les Irlandais et les Italiens, et qui leur ont dit, là-bas, vous pouvez vous faire tout seul. Et c'est de la com qui est restée, en fait. Parce que, ouais, effectivement, peut-être qu'il y avait plus d'opportunités parce qu'il y avait tout qui était à faire. Mais en fait, cet esprit, il est resté et il marche plus. Je pense que très rapidement, il a plus marché. En fait, tu venais, t'étais pauvre, t'es arrivé dans le pays, t'étais pauvre en fait toujours. Et t'en chiais à mort sur des travaux d'immeubles de milliards d'étages comme l'Empire State Building où tu t'allais crever la gueule ouverte. Mais tout ça pour peut-être être le pourcent qui va réussir à faire quelque chose. Et je pense vraiment que c'est honnêtement, plus j'y réfléchis, je pense que c'est vraiment un mensonge des prémices de la communication, quoi, en fait. On te dit, viens ici, c'est cool. Mais en fait, c'était pas cool. Mais tu vois, j'avais exactement la même pensée que toi. Et je pense que du coup, je la résumerai mieux maintenant que tu as posé les bases. C'est par exemple que l'expression même, il faut différencier deux choses. Il faut y penser la personne qui le dit et la personne qui y croit. Et oui. C'est-à-dire que la personne qui dit, vous pouvez le faire, c'est peut-être que derrière, elle a un besoin. Pas à travers le fait que certaines personnes peuvent y croire, elle peut s'en servir pour faire quelque chose. Là, en l'occurrence, pour avoir de la main-d'œuvre, tout à fait. Ouais. Et et je trouve que c'est plus juste de parler de la personne qui croit, parce que c'est plus large. C'est plus large que réduire le fait qu'il s'agit simplement de quelque chose lié à la communication, parce que la personne peut croire en plein de choses. Et elle peut croire en des choses qui n'ont pas été forcées de croire aussi. Et c'est pour ça que parfois on voit des modèles, quand on est sportif, on voit des modèles sportifs parce qu'on veut leur ressembler, etc. Donc il y a des choses, il y a des qualités physiques, il y a des qualités mentales aussi, qui sont pas forcément des qualités économiques ou sociales. Et donc du coup, qui sont pour moi là des vrais modèles dans ce sens-là, où derrière il n'y a pas un but lucratif, si ce n'est peut-être derrière de gagner en célébrité. Tout dépend de ce qu'on veut faire avec ce modèle en question. Mais au départ, on vise quand même une base qui est saine, c'est-à-dire d'avoir un modèle de quelqu'un qui réussit par peut-être une passion, par peut-être le fait d'utiliser un sport, de la musique ou quoi que ce soit. Et effectivement, derrière, il y a peut-être des buts qui sont secondaires, toutefois importants, mais d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, parce que c'est comme ça que la Terre tourne depuis un certain nombre d'années, etc. Donc oui, non, je pense qu'il faut différencier les deux. Et je préférerais plutôt voir ce côté optimiste de la personne qui croit en quelque chose qu'elle s'est elle-même fixée, plutôt que quelqu'un qui lui a inculqué dans sa tête. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, j'en profite pour rebondir, puisque vous en avez parlé tout à l'heure rapidement, le self-made man, c'est l'homme qui se fait tout seul. Mais est-ce que vous pensez que vraiment on peut se faire tout seul ou pas? Pas forcément aujourd'hui, mais est-ce qu'on a pu un jour se faire tout seul? Parce que honnêtement, moi je pense que non. Je pense que même les gens qui disent qu'ils se sont fait tout seuls, ils se sont jamais fait tout seuls. Ils sont probablement même les plus... parce que j'allais dire, oui, on est tous amis, on s'entraide, etc. Mais il y a des gros enculés qui existent dans le monde, hein, voilà, donc je suis désolé. Mais même ces gens-là ne se sont pas fait tout seuls, puisqu'ils se sont servis d'autres personnes en leur montant sur la tête figurativement pour monter au sommet. Mais ils ont utilisé ces gens-là, donc ils n'ont pas pu se faire tout seuls. Alors, je sais pas si vous voyez l'image. Oui, je vois très bien. Et encore une fois, je repasserai derrière toi en ayant un peu plus d'optimisme. Je suis le soleil et je suis la nuit, c'est beau. En disant une chose, c'est que en fait, je suis d'accord avec toi. On peut pas se faire soi-même, mais on se fait aussi à travers les autres. C'est-à-dire que ton action, les gens peuvent la juger. Peuvent la descendre ou peuvent l'encenser. Et nulle célébrité qu'on aurait aujourd'hui ne serait célébrité si personne ne s'en intéresserait. Tout à fait. Donc du coup, il y a cet aspect-là aussi de se faire à travers le regard des autres, et pas forcément quelque chose que tu choisis, mais parfois aussi quelque chose qui t'est imposé. Bien sûr. Parce que tu crées des envies, parce que tu crées des inspirations, etc. Bien sûr, finalement, c'est la masse un peu populaire qui décide au final, d'une certaine manière. Et selon même
Quels critères? Par quels critères? Ah bah ça, après, c'est des critères sociétaux. En fonction de la société dans laquelle tu te trouves, on va admirer telle ou telle personne. En fonction de ton éducation, tu vas admirer telle ou telle personne. Et là, on peut se pencher sur le principe de que disait Pierre Bourdieu, c'est-à-dire que tu as... Après ça, on est sur France Culture maintenant. Tu as la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Alors c'est très basique, hein, comme c'est la sociologie de comptoir, mais c'est vraiment, t'es formé d'une part par ton cœur familial de l'enfance jusqu'à ce que tu commences à croiser d'autres humains et qui là forment ta socialisation secondaire, qui au final avec le temps prend plus de place que ta socialisation primaire, qui certes te servira de socle de base, mais qui sera peut-être petit à petit déformée et détruite par cette seconde socialisation qui est celle finalement des autres humains et de fait de la société dans laquelle tu vis. Voilà. Je suis d'accord, absolument. Moi, je n'ai absolument rien à redire à ça. Très bien. Léo, tu vas rajouter quelque chose? Non, c'est presque philosophique. Hein. On n'existe que Ah dans oui, le regard on est des parti dans autres. la On n'existe que dans le regard des autres, qu'à travers le regard des autres. Ah oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. D'ailleurs, la pire des choses. Alors, je me permets un truc. J'ai vu une série il y a pas longtemps qui s'appelle Fondation. Je terminerai là-dessus. Ça va spoiler. Vous voulez la regarder ou pas? Je connais pas moi personnellement, donc je pense pas qu'il y ait de problème. Non. Alors, chers auditeurs, si vous voulez pas la regarder, allez dans le timer, allez directement à la chronique de Raph. Dans Fondation, en gros, t'as un vilain empereur pas beau, méchant, très très vilain, mais bon, il a quand même un cœur mine de rien. Et en fait, à cause de rebelles, son fils, pour vous simplifier, meurt. Et du coup, il capture la chef des rebelles et lui dit, puisque tu m'as tout pris, je vais tout te prendre aussi. Et en fait, en ce moment, bon, c'est de la SF, hein, donc du coup, il contrôle la galaxie, quoi. En ce moment, il y a un fusil qui est braqué sur chacune des personnes sur lesquelles tu as eu une influence dans le monde, et aussi sur chacune des personnes sur lesquelles les gens que tu as influés ont une influence. Et en fait, en gros, il lui explique que je vais tuer toutes les personnes que tu as pu influencer directement ou indirectement dans ta vie. Donc maintenant, tu ne seras plus rien, tu n'existeras plus, tu es fini en fait. Tu es vraiment mort. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! C'est dingue parce que c'est vrai qu'en fait, à force d'influencer les gens, de parler avec les gens, de transmettre des choses, tu as une partie de toi finalement qui flotte à travers chaque humain que tu as fréquenté ou que tu as croisé, ne serait-ce qu'à un moment donné. Et qu'au final, finalement, c'est un peu ça le sens de la vie. Voilà. Bref. France Philosophie. C'est parti en couille. Non, mais c'est pas parti en couille, c'est juste que là, c'est carrément une autre question des influences des gens, etc. Tout à fait. Et cette année, peut-être ni l'heure ni le lieu, à moins que Léo, que tu aies envie de rajouter quelque chose, je t'ai entendu parler. Non, je disais que c'était beau. Ah, on est passé sur France Philosophie. Et vous savez ce qui est encore plus beau que ce que je viens de dire? C'est un individu dont tu veux nous parler potentiellement, qui devait plutôt être BG, je pense. Alors écoutez, tout comme c'était le cas pour la chronique de Léopold, la mienne n'est pas sponsorisée par un quelconque Tinder ou autre site de rencontre actuel. Alors aujourd'hui, moi je souhaite plutôt continuer avec vous ma série des grands, ce que j'ai appelé les grands destins incroyables. Encore une fois, pour ma part, ça reflète ce que je viens de dire, bien sûr, complètement. Des destins incroyables de l'histoire et que j'avais commencé. Alors il y a déjà 2 ans, je me suis fait cette réflexion tout à l'heure. Oui, ça fait un moment que t'as. Et oui, ça commence. Hein. Et avec l'épéiste de renom Miyamoto Musashi. Oui, t'avais commencé avec lui. J'avais commencé avec lui. Puis ensuite, j'avais continué avec l'alchimiste. Vous savez, Nicolas Flamel, bien sûr, réalisateur de la Pierre philosophale, ou encore récemment l'amiral japonais Isoroku Yamamoto. Donc là, on parle effectivement de la Seconde Guerre mondiale et plutôt de Pearl Harbor. Donc, je n'ai pas fait tant que ça. Ouais, non. Je pensais qu'il y en avait plus. Non. Et donc là, on va ouvrir ce que j'appelle un peu une trilogie dans la série en question, en parlant de destins italiens célèbres. Voilà. Donc sont donc en lice, je vous préviens, Cesare Borgia et Niccolò Machiavelli. Yes. Parce que ce sont des personnes qui encore une fois nous impressionnent, et dans leur temps en tout cas respectif. Mais avant tout, le personnage de ma chronique de ce de tout et de rien, ce sera Casanova. Est-ce que d'ailleurs ce nom vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça vous inspire? Casanova, c'est la séduction, non? C'est pas ça? Ouais. Ça m'inspire la séduction. L'Italie, les pizzas. Ne serait-ce que là, vous vous rendez compte que on a un personnage qui a donné son nom à une forme de personne qui serait donc séducteur. Voilà. Casanova, quoi. Et alors du coup, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Et d'ailleurs, je vais répondre à ta question. Ça devait être un BG. Il était séducteur, mais il n'était pas beau. Voilà. D'accord. Donc charismatique alors. Donc de ce mal-être, déjà, il va s'en faire une force. Mais on va d'abord parler de cet homme en question. C'est un Vénitien. C'est important. Ça aura son importance durant toute la chronique du XVIIIe siècle. Et comme on le disait, son nom, il résonne comme un séducteur né. Tu l'as bien trouvé, Léopold. Oui. C'est d'ailleurs ce nom qui est utilisé pour qualifier les séducteurs actuels, comme d'ailleurs à l'instar de Don Juan. Oui, c'est vrai que c'est un peu synonyme. La pièce de théâtre de Tirso de Molina. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble dans la réflexion que
un personnage qui du coup est séducteur. Ensemble, on va essayer de voir pourquoi celui-ci passionne les historiens et historiennes actuels d'ailleurs, comme de l'époque. Je vous propose donc de vous plonger dans l'Italie du début du XVIIIe siècle, en 1725, dans la très célèbre ville de Venise. Alors, on va parler un peu de sa jeunesse. 1725, l'année choisie, c'est l'année de sa naissance. Il naît, ce fameux Giacomo Girolamo Casanova, et il est le fils d'une actrice, Zanetta Farussi. Elle s'appelle ainsi, et d'un comédien, qui s'appelle Gaetano Casanova. Alors, on le sait parce que Casanova, sur la fin de sa vie, on y reviendra tout à l'heure, il a écrit ses mémoires. Il a écrit Histoire de ma vie. Voilà, encore une fois. Donc, je peux te couper un instant. Oui, dis-moi. C'est quoi la différence à l'époque entre un acteur et un comédien? Alors, il semblerait qu'il y ait une question plutôt de troupe. On a une troupe, qui peut se produire, et l'actrice pourrait davantage être, ou l'acteur, quelque chose de peut-être plus en lien même avec la chanson, la voix, etc. À l'époque, par exemple, il y avait les fameux castrats. Les castrats étaient très très célèbres. On parle d'acteurs, alors du coup. Voilà, on parle d'acteurs, d'actrices notamment. Et bien là, il est en fait un mélange des deux. Ça aura son importance aussi parce que du coup, il vient plutôt d'un bas étage. Parce que vraiment, les comédiens, les acteurs, c'est vraiment à l'opposé de la société. Ce sont des personnes qui sont un peu mis à l'écart. Ils te divertissent, mais ils font pas partie de la société, de la haute société notamment. Ce sont des parents d'ailleurs qui sont souvent absents, car le monde du spectacle les enlève à leur responsabilité parentale. Et c'est alors que Casanova va non seulement être en grande partie élevé par sa grand-mère maternelle, jusqu'à ses 9 ans, mais aussi par bon nombre de femmes qui vont avoir une influence sur son éducation. Donc de là commence le mythe, la légende. Éducation qui, par ailleurs, sera parfaite lorsqu'il partira étudier à Padoue, de ses 9 à 17 ans. Et il sort avec un diplôme de droit civil et ecclésiastique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Et en fait, il se destinait à être avocat. D'accord. Enfin, pas vraiment avocat seulement, un mélange de droit des religions, si vous voulez, dont il est fait abbé d'ailleurs, en 1741. Oui, tout à fait. C'est un ecclésiastique à la base. C'est un ecclésiastique. Alors, je vous arrête. Comme vous vous en doutez, il semble quand même difficile que sa carrière ecclésiastique occupe toute cette chronique. En effet, très rapidement, on va avoir affaire à des déboires qui vont être rapportés. Alors, comme Léo tout à l'heure, je tiens à préciser que les écrits qu'on a, tant bien rédigés en français, parce qu'il parle un français impeccable, c'est la langue de la diplomatie à l'époque, eh bien, ce sont ses faits à lui. Donc, ce sont des choses qui sont rapportées à lui. Bien sûr. Alors, Casanova, quand il arrive, quand il revient du côté de Venise, il est le protégé. Protégé, souvent ça se faisait à l'époque, c'est vraiment le protecteur, celui qui te donne aussi des finances, celui qui te donne un nom en soi, d'un sénateur vénitien qui s'appelle Malipiero. C'est un nom de famille d'ailleurs célèbre, puissant de l'époque. Et malheureusement, suite à une relation avec une de ses autres protégées, il sera chassé de chez lui. S'ensuit alors un scénario aussi similaire que nombreux dans beaucoup de ses voyages qu'on verra tout à l'heure. Et notamment, il s'enfuit du coup pour aller à Rome en 1746, où après être entré au service d'un cardinal qui est nommé Acquavive, en français, oui, tout à fait. Eh bien, celui-ci le loge grassement dans son palais. Mais après la constatation de l'implication de Casanova dans l'enlèvement de la fille de son professeur de français de l'époque, eh bien, en plus, il pouvait pas beaucoup nier parce que la jeune fille est retrouvée dans le palais du cardinal et il est difficile pour notre personnage de garder la robe, comme on dit. Voilà, donc sa carrière religieuse s'arrête là, à l'âge de 21 ans. Il y a encore de la marge, vous vous en doutez. Alors, il est livré à lui-même, ce Casanova, puisqu'il commence à essayer de trouver comment faire pour survivre. Et c'est là que, s'il devait y avoir un lien avec ma personne, ce serait peut-être à ce moment précis. Pour survivre, il va se dire qu'il va falloir peut-être faire croire des choses aux gens. Monter des supercheries. En fait, il s'entraîne. Il entraîne ses mains aux gestes parfaits, il triche aux cartes, il s'intéresse aux mathématiques et aux probabilités. En fait, d'où le lien avec toi. Voilà. Tu triches pas trop aux cartes pourtant. Non, en tout cas, j'essaye en tout cas. Et si je ne suis pas pris, c'est que c'est un bon signe. Ah merde. Il vante ses talents d'alchimiste et de magicien et il va alors faire la rencontre d'un autre sénateur qui s'appelle Matteo Bragadin, qui, lui, se croit soigné de ses maux par les sciences occultes de Casanova. Et celui-ci va le couvrir de ses richesses, ce qui d'ailleurs lui permettra d'aller par la suite dans de bons nombres de pays et de fonder sa légende, on le verra tout à l'heure. C'est un arnaqueur en fait. Oui, d'ailleurs, par ses nombreuses arnaques, on lui rapporte alors ces mots. Si vous avez des idiots qui sont riches, et si vous avez des idées, et que vous êtes pauvre, alors votre banque est là.
Alors, fort donc de ces nouvelles richesses, il décide en 1750, donc à l'âge de 25 ans, de partir pour Paris. Et le but, c'est de se faire un nom, avoir une renommée, de faire partie des hautes sphères. Et son but, en fait, c'est d'être conseiller d'État et des grands monarques. Ah oui, donc en fait, c'est vraiment en lien avec le débat de tout à l'heure. C'est vraiment en lien, oui, c'était vraiment choisi vraiment ça un peu la destinée de je veux sortir de ma basse condition pour atteindre les hautes sphères. Alors, malheureusement, il n'est pas reconnu en tant qu'aristocrate comme les autres, parce que, comme on l'a dit, fils d'un comédien, il est noyé dans la masse. C'est vraiment la basse population, et donc malheureusement, sa venue à la capitale française est donc un échec. Enfin, en partie, puisque il va quand même se déplacer un peu sur le territoire français. Il va être notamment accueilli à Lyon par les francs-maçons qui vont l'aider, notamment. Il va être franc-maçon lui-même aussi. Donc on a cet aspect-là qui aura son importance au fur et à mesure de sa vie. Et sans compter que pendant les 5 ans qu'il passe dans le territoire français, il va profiter des largesses et des plaisirs de chair, comme on dit. Évidemment. Alors, sa tentative de briller en France, on l'a vu, est un échec, mais il revient à Venise en 1755. Alors, s'il n'avait pas obtenu la renommée dont le royaume de France pouvait lui donner, il va faire la connaissance de 2 personnes qui vont peut-être donner encore plus de goût à cette légende. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Marina Morosini. C'est une religieuse. Et le deuxième, c'est l'abbé Bernis. Alors l'abbé Bernis, il est ambassadeur de France à Venise. D'accord. Alors, pourquoi ces 3 personnages sont unis ? D'abord parce qu'il y en a 2 qui sont importants. Qui unit Marina Morosini et Casanova, vous vous en doutez, c'est qu'ils sont ensemble, ils jouissent de plaisir de chair, et ils se retrouvent quotidiennement, quasiment, dans une charmante bâtisse. Et c'est pendant l'un de leurs ébats que Marina Morosini, la nonne, va confier à Casanova que l'ambassadeur Bernis a pour habitude de les regarder faire l'amour à travers un trou dans une tapisserie. Ah ! Voilà. Donc du coup, on a affaire alors à un ambassadeur qui est libertin et voyeur. Bien sûr. Au lieu de s'en offusquer, Casanova va s'en faire d'ailleurs un grand ami, puisqu'ils ont beaucoup de points en commun. Mais le problème dans tout ça, c'est que notre ambassadeur, c'est un abbé, il est ecclésiastique, ça ne fait pas bon ménage. Il est donc rappelé en France à cause de ses frasques, et il est vivement conseillé d'ailleurs à Casanova de partir de Venise. Et oui, puisque malheureusement, les frasques de plaisir charnel d'un ancien ecclésiastique tel que Casanova, ça ne fait pas bon ménage. Mais une chose que Casanova va décider d'ignorer. Il s'en abstient, il reste dans sa ville, et malheureusement, il va se passer la fameuse arrestation de Casanova. Ah ouais. Alors, entre parenthèses, la première. En fait, il va être placé dans la prison des plombs. Je ne sais pas si vous connaissez. La prison des plombs ? I Piombi. En italien, c'est la prison qui se trouve au-dessus du palais des Doges. Il est arrêté par les inquisiteurs vénitiens et en fait, il est arrêté pour bon nombre de choses et notamment ce qu'on appelle outrage aux bonnes mœurs. Ok. Voilà, donc ça compte dedans, je vous cite, libertinage, athéisme, occultisme et appartenance maçonnique. Pour ces raisons-là, il est emprisonné à la prison des Pions. Alors, des plombs. I Piombi, ça vient du fait que la prison en question, comme elle est au niveau des toits, ce sont des plaques de plomb qui sont au niveau des toitures, ce qui provoque 2 choses infernales pour les prisonniers. La première, c'est que l'été, il s'agit d'une fournaise. Et l'hiver, elle laisse passer le froid. Ah, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer, voilà. Et Casanova y est emprisonné. À partir de là, on se dit, malheureusement, il va y rester. Seulement, après 1 an d'emprisonnement, en 1756, Casanova, il s'évade. Il s'évade par les toits, avec un collègue, avec un ami. Et il réussit à fuir cette prison, et ce sera d'ailleurs la seule évasion attestée de cette prison à ce jour. Elle est au niveau de la jonction de, vous savez, le pont des Soupirs, que beaucoup de gens finalement attribuent le pont des Soupirs avec Casanova, les soupirs étant pour les amourettes et les aventures, etc. Alors, cet acte sonne la fuite de Venise, puisqu'il ne peut pas y rester, il est recherché. Il part hors d'Italie et se retrouve une nouvelle fois, où ça ? Eh bien, dans le pays qui l'accueille le plus souvent. La France. La France, tout à fait. Et pas n'importe laquelle, celle de Paris. Là où cette fois-ci, il dispose d'amis. D'abord, le fameux abbé Bernis, vous vous rappelez, l'ambassadeur qui est monté en grade. Oh. Et oui, il est devenu ministre entre-temps. Trop bien. Et oui, mais aussi franc-maçon. Donc du coup, aussi les francs-maçons qu'il a connus à Lyon vont l'aider à être davantage, à faire un second assaut dans le cœur des Français, surtout de la haute société.
Alors de ce deuxième voyage à Paris, celui-ci est un grand succès parce que partout où il va, Casanova, on lui demande de raconter sa fameuse histoire de son évasion de la prison des plombs. À qui veut bien l'entendre d'ailleurs, il l'a dit, et à travers une narration complète et précise. Alors parmi tous ces aristocrates, il y a un ministre de Louis XV qui est très célèbre, qui s'appelle Choiseul, qui convoque Casanova pour écouter son histoire. Or, le ministre, il veut un récit rapide. Sur quoi Casanova répond, mais monsieur le ministre, c'est dans sa forme la plus concise qu'elle dure 2 heures. C'est alors que Casanova commence à gagner en réputation. Il dit dans ses mémoires que le gouvernement de Choiseul lui aurait même confié des missions et en rapport avec l'argent. On va retourner sur le fait que notre homme aime l'argent et sait en produire, puisqu'on lui demande de trouver comment financer l'école militaire créée par Louis XV en 1750. Sans en faire porter la charge par un nouvel impôt, qui ferait fléchir encore plus les petites gens. Comment, d'après vous, va-t-il s'y prendre? Est-ce que vous avez une idée? Essayer de créer de l'or. Ouais, créer de l'or. Il va faire de la fausse monnaie. Il va faire de la fausse monnaie? Eh bien non. En fait, il va utiliser ses acquis sur les mathématiques et les probabilités. Je vous en ai presque trop dit. En fait, il se dit que pour gagner de l'argent facilement, tout ce qu'il faut respecter, c'est qu'il faut promettre de l'argent, bien sûr, mais en s'assurant que les rentrées financières doivent être plus grandes que les sorties. Si on mêle le hasard avec l'argent, Casanova va créer ce qu'on appelle la loterie royale. En fait, c'est lui qui va créer la loterie. Créer le loto. En France, oui, tout à fait. D'accord, je sais pas. L'ancêtre de la loterie actuelle, je parle. Imaginez l'intérêt en fait du gouvernement français de l'époque qui va alors donner des missions à Casanova de plus en plus importantes. Derrière son acte de passage à Paris, il dit d'ailleurs dans ses mémoires assister à l'exécution de François Damiens. Je ne sais pas si vous connaissez qui c'est. L'acteur? C'est pas l'acteur, même si on l'a fait la blague sur un plateau télé en posant une question. Je crois que c'était au Burger Quiz. En fait, c'est l'homme qui avait tenté de tuer Louis XV. Oh, d'accord. Voilà. Ah putain, oui, c'est lui qui a subi un sort horrible. Après. Oui, en grande majorité, souvent, comme c'est le cas des gens qui tentent le régicide. Alors en 1758 et puis 1759, Casanova, il va partir pour la Hollande. Puis il revient à Paris. Alors pourquoi tant d'allers-retours d'après vous? La Hollande, je vois pas. Souvent, il part dans un pays, puis il revient à Paris, puis il repart dans un autre, et il revient. Alors, on suspecte là des missions secrètes confiées par Choiseul, et peut-être même plus haut, du gouvernement français de l'époque. En fait, d'en faire un espion. Il est espion. Et d'ailleurs, c'est lui qui le dit, dans une de ses nombreuses citations que j'aurais pu utiliser dans mes autres chroniques, il dit que les ambassadeurs sont les espions qui sont avoués, en fait, tout simplement. Alors, en échange, du coup, à partir de là, le problème qu'il va avoir, c'est que il va gagner de l'argent avec son système de loterie, et il va tout de suite décider d'investir aussi dans une sorte de industrie de textile de haute marque, de haute société. Et malheureusement, ça part en cacahuète, il fait faillite. Donc il a plus d'argent, il a plus de soutien, et donc du coup là, il va retourner à ses arnaques, et il va jouer de la crédulité d'une certaine Madame Durfé pour profiter de ses largesses financières. En fait, il raconte à sa protégée incrédule les secrets des sciences occultes. Et malheureusement, à cause de ses difficultés financières, il est enfermé, encore une fois, en prison, pour des raisons, cette fois-ci, comme on le disait, financières, à un endroit qui s'appelle Fort-l'Évêque. Et il en sortira grâce à l'influence de cette Madame Durfé, d'ailleurs. Alors ensuite, il part en Allemagne occidentale, en Italie, ou encore en Suisse. Donc il voyage, c'est quelqu'un qui voyage. Et quand on dit que c'est un aventurier, c'est le premier aventurier, en fait. C'est ça aussi. C'est des aventures, certes, géographiques, mais des aventures aussi. Des aventures amoureuses. Même s'il se dit qu'à chaque fois, il ne souhaite pas se marier. Alors, il va trouver des femmes, il va demander aussi à des maris, si c'est possible, de rencontrer leurs femmes, etc. Donc, de là naît ce mythe, cette légende, c'est qu'il va aussi proposer à ces femmes un nouveau mari, ou un mari tout court, pour éviter d'être avec elles, etc. Donc, il va garder cette liberté. Alors, une fois qu'il dispose suffisamment d'argent, merci Madame Urfé notamment, et il va aller encore plus loin dans d'autres pays et il va profiter aussi d'autre chose qu'on appelle un passeport maçonnique. En fait, là où il va, il disposera toujours d'une aide. Alors son influence grandit. Il est certes reconnu comme un diplomate, mais surtout, il va rencontrer les plus grands et les plus grandes de l'époque. Par exemple, en 1763, il est à Londres et rencontre le roi George III. Puis l'année suivante, en 1764, il est à Berlin et auprès de Frédéric II. Alors, à ce moment-là, celui-ci lui propose, parmi les rangs de la noblesse poméranienne, un titre de gouverneur, et celui-ci refuse.
En fait, il faut quelque chose de plus grand. On parlait de conseiller, vraiment de la noblesse. Ouais. Il part du coup ailleurs, plus à l'est, en Russie. Ouais, auprès de Catherine II. Alors, il se retrouve à Varsovie, où le roi Stanislas Poniatowski en fait un de ses protégés. Donc, c'est pas rien, il devient protégé de grands célèbres monarques. Hein. Et seulement, le problème, c'est qu'il y a une énième affaire avec une certaine danseuse italienne et un sous-chambellan du roi qui est assez peut-être jaloux et qui le demande en combat. Donc il va combattre au pistolet. C'est un duel au pistolet auquel les deux protagonistes en réchappent. Ce qui est bien parce que du coup, ils vont pouvoir attester du fait que ils se sont battus en duel. Donc pour la légende de notre cher Casanova, c'est toujours mieux. Hein. Et à partir de là, il faut comprendre une chose, c'est que même s'il est blessé, son adversaire, il est blessé de manière plus grave. Et il en faut pas moins pour que tout ce duel soit relaté partout dans la presse de l'époque, en Europe, partout, dans tous les papiers d'information. Alors tout le monde se passionne pour l'histoire de cet homme. En 1768, il part cette fois-ci pour l'Espagne, où il apprend la danse, le fandango. Il courtise la maîtresse du gouverneur, le comte de Ricla, et pour cela, il est de nouveau emprisonné. Dans son écrit, Mon séjour en Espagne, Casanova raconte « Les femmes espagnoles sont charmantes, pleines de grâce et de gentillesse, et d'un tempérament de feu. Elles sont toujours prêtes à entrer dans les intrigues les plus périlleuses. Tout leur esprit est tendu vers un but, celui de tromper la surveillance de leur mari. » Autrement dit, c'est un peu, on se dédouane, et c'est la faute des femmes. La faute de la femme espagnole. Toujours. À partir de là, il ressort de prison la même année. Il ne fait pas non plus beaucoup de temps à cette époque, pour une raison que j'ai pas trouvée. Mais il va avoir du changement du côté de l'Italie. En fait, il bénéficie, encore grâce à des soutiens importants et les anciens protecteurs de Venise, à faire lever le bannissement qui pesait sur lui depuis près de 18 ans. D'accord. Pour rejoindre à nouveau ce qu'on appelle la Sérénissime, c'est le nom de Venise, surnom. Eh bien, il y revient en 1769. Il fonde une petite troupe de théâtre, donc il revient quand même sur ses bases, tout à fait. Et il est plutôt reconnu et célébré. Hein. Du coup, les inquisiteurs le laissent tranquille. Et il rentre au service de l'ambassadeur de Venise à Vienne. À partir de là, il a un peu des soucis d'argent. Et surtout, il a des différends avec plusieurs nobles de sa ville natale. Donc du coup, il va rédiger des écrits outranciers, en fait, envers la noblesse vénitienne. Il essaie de se venger. C'est pas apprécié par eux, qui notamment l'expulse. Une nouvelle fois, en 1783, il est banni de Venise. Alors par ce fait, il revient à Paris, encore une fois. Bien sûr. Paris l'accueille les bras ouverts. Et il rencontre un certain Benjamin Franklin. Lors d'une exposition sur le thème de l'aéronautisme et du potentiel que pourraient avoir les transports de personnes via ballon tels que des montgolfières. Oui, en 1784, il décide de s'établir cette fois-ci une bonne fois pour toutes à Vienne, auprès d'un proche franc-maçon qui s'appelle Joseph Karl von Waldstein, qui lui propose cette fois-ci un poste, celui de bibliothécaire. Alors, il accepte, et il faut dire que l'homme commence à fatiguer, hein. Il n'est plus dans sa prime jeunesse, le corps est usé, il écrit alors dans la fin des années 1780, la mémoire de ma vie en 10 volumes. 10 volumes ? Voilà. Il se satisfait du fait qu'il n'oubliera jamais toutes les bêtises qu'il a pu faire dans toute sa jeunesse, et il va l'écrire en français, il va tout détailler, tous ses souvenirs possibles. Mais il désire en fait de rester dans l'histoire. Il a peur qu'il soit oublié. Alors il écrit toutes ses aventures, exagérées parfois, romancées sans doute. Et sur la fin de sa vie, il souffre péniblement et meurt en 1798 à l'âge de 73 ans. Alors, pour terminer, un mot sur la personne. Celui qu'on appelle le séducteur de son temps est considéré comme le premier, comme on le disait, des aventuriers au sens propre du terme. Il meurt et est enterré sans fioriture, mais tout de même avec les sacrements. 143, c'est le nombre de conquêtes qu'on lui prête à ce jour. 143. Wow. Beaucoup de femmes, peut-être même quelques hommes, puisque comme il le dit, il aime bien embrasser ses passions dans la totalité. À partir de là, il est quand même passé de comédien à violoniste, d'écrivain à charlatan, d'espion à bibliothécaire, mais surtout de libertin et vénitien dans l'âme. Il a vu les plus grands de son siècle, il en a relaté les faits dans un ouvrage constitué quand même, comme on le disait, de 10 volumes, intitulé sobrement « L'histoire de ma vie ». Le prince de Ligne, d'ailleurs, un contemporain de l'époque, dira de sa biographie qu'un tiers l'a fait penser, un tiers l'a fait sourire et un tiers l'a fait bander. Ah ouais. Nous finirons d'ailleurs par une petite citation qui résume très bien le personnage. « J'ai aimé les femmes à la folie, mais je leur ai toujours préféré ma liberté. » Alors,
Sachez que la première édition de son œuvre, publiée au 19e siècle, a été réécrite, car à l'époque, elles ont choqué. Oh. C'est seulement il y a 60 ans que l'on a publié les véritables mémoires de Casanova. Ok. D'accord. Ah, je savais pas. Et du coup, la vraie question, c'est est-ce que tu les as lus? Non, je ne les ai pas lus. Tu ne les as pas lus. Je ne les ai pas lus, malheureusement, mais elles sont revenues dans le giron Ça te français. fait pleurer, rire et bander, du coup, alors. Non, mais je pense que ça peut être, très piquant. Ok. C'est toujours en fait, il raconte beaucoup d'histoires avec des femmes. Le fait qu'il a eu aussi quelques enfants. Ouais. Ah, il a eu des enfants du coup. Oui. Tu me diras, au bout d'un moment, c'est normal. Oui, c'est aussi un personnage qui. Alors, il y a une légende qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai fait un tour sur les dates et les voyages qu'il a donnés sur la biographie qu'on a au niveau de Wikipédia. Ouais. Et il relate à la fin une légende qui est très poétique. Il faut plutôt la prendre dans ce sens-là. Ouais. En fait, quand il meurt, c'est vrai qu'on ne sait pas où est sa tombe. C'est-à-dire qu'il meurt presque dans l'inconnu. On sait qu'il est quelque part du coup en Vienne, dans le château où il est bibliothécaire. Hein. Et en fait, cette légende dit que Casanova, qui a tellement tourmenté les femmes, même après sa mort, eh bien, le fameux comte de Waldstein qui lui avait proposé le titre de bibliothécaire, eh bien, il appose ce qu'on appelle je cite Wikipédia, une dalle funéraire avec une grande croix de fer. Ouais. Cette dernière aurait donc rouillé, se serait décelée et enfouie dans les herbes folles, si bien que par les nuits sans lune, les crocs de fer agrippaient au passage les jupes des dévotes terrifiées. Ah, ok, d'accord. Belle légende. Donc à chaque fois, oui, pour montrer que cet esprit séducteur vit toujours bien après sa mort. Et alors, du coup, moi j'ai une autre question qui m'est venue en tête. Parce que là, on dirait qu'il a une vie de ouf, il fait plein de trucs, etc. etc. Mais est-ce qu'on a d'autres textes, d'autres points de vue qui attestent ce genre de choses? Ou est-ce que c'est pas juste un énorme gros mytho? Alors, il semblerait que ce qu'il a marqué, toutefois, dans sa grande largeur, soit fiable. Ouais. C'est juste que les détails que lui seul a pu vivre sont difficilement prouvables. On sait il a vraiment rencontré les grands de ce monde. On sait qu'il y a des traces écrites. On sait que il a laissé des traces à Paris. Il a laissé des traces parce que notamment il invitait le tout Paris dans un appartement avec il avait un très bon cuisinier qui du coup faisait des très bons repas et du coup il faisait venir le tout Paris, enfin du coup les hautes sphères plutôt, et ces personnes-là parlaient de lui du coup. C'est comme on disait au débat finalement. Oui, c'est ça. Tu existes à travers aussi les yeux des personnes. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que cette personne a quand même été de nombreuses fois emprisonnée, et donc du coup on a quelquefois des traces d'enfermement, notamment son récit de la prison des plombs. Et voilà, c'est quelque chose qui est resté notamment comme l'une des plus grandes histoires de Venise. Et j'ai occulté toute une partie qui du coup est celle du carnaval et de la façon de se représenter à Venise, mais c'est presque au niveau du carnaval, c'est quelque chose qui du coup représente presque Casanova parce qu'il a cette force de pouvoir changer un petit peu d'habit, comme il change à la fois d'aventure amoureuse ou de poste. Parce que comme on a dit, là, il a une dizaine de postes qui lui ont été octroyés, donnés ou lui-même se les est appropriés. Donc c'est ça qui fait un peu le personnage pour plein de raisons, mais celle que je vais garder, c'est celle vraiment du caméléon. Ouais. Il s'adapte très facilement là où il passe. Il parle les langues de là où il se trouve. D'où le côté espion, quoi, en fait. Oui, et ce moment-là où c'est presque le début de ce qu'on appelle le grand tour pour les élites. On envoie les adolescents, les jeunes hommes, les jeunes femmes à étudier ailleurs, dans d'autres. Il va partout en Europe, il bouge beaucoup, mais il bouge pas forcément parce qu'on lui donne des missions. Il bouge aussi pour fuir. Oui, ça. Soit c'est la fuite, soit c'est parce qu'il a. C'est aussi par la contrainte. Ouais. C'est par la contrainte et l'ambition. Et le fait qu'il soit pas quelqu'un de beau, mais qui va beaucoup travailler sur ses charmes, fait que c'est quelqu'un qui va laisser beaucoup de traces, surtout dans son siècle. Ouais. Mais finalement, le nom va rester parce que c'est la forme de l'attitude vraiment du séducteur. Casanova qui va, comme on le disait, comme Don Juan, laisser une marque. Ok. Merci beaucoup, Raph. Avec plaisir. C'était super cool, franchement. Merci à toi. Je connaissais pas du tout Casanova, enfin de nom, et donc je savais pas qu'il avait eu une vie aussi rocambolesque, on peut dire, mouvementée. À chaque fois, il va quelque part, mais il peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Je tiens à terminer une seule chose, c'est que si dans votre vie vous avez la possibilité d'aller au moins une fois à Venise, c'est je pense la plus belle ville du monde pour ça, hein, de pouvoir s'y perdre, de s'y balader. Il y a tellement d'histoires
qui sont centenaires dans cette ville. Mais si vous voulez visiter le Palais des Doges, il existe, c'est la deuxième fois que je le dis dans De Tout et de Rien, mais parce que j'apprécie et j'ai beaucoup passé un agréable moment. Dans le Palais des Doges, il propose une visite secrète où vous ne visitez que l'arrière de toutes les salles et notamment i Piombi, donc les greniers où ils ont reconstitué eux-mêmes ce qu'ils appellent la prison, la cellule de Casanova. Et donc on voit l'environnement et c'est vrai qu'il peut faire chaud, etc. Il y a ce sentiment d'être assez privilégié et en même temps d'être dans l'histoire, dans la politique de Venise, tout en sachant que personne ne peut te voir. Oui, c'est fou. Ouais, t'es dans l'envers du décor, quoi. Bah, merci encore une fois. Un plaisir. Merci à toi aussi, Léo. Vous nous avez fait tous les deux 2 chroniques extrêmement intéressantes. Plaisir. Merci à vous, chers auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir au rendez-vous au cours de cette saison 3 de Tout et de Rien. C'est vraiment très chouette. On reçoit du beau monde. On entend plein de chroniques très chouettes depuis le début de cette saison. C'est super cool. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez, parce que si vous nous dites pas si vous aimez, on peut pas savoir ce que vous aimez. Donc du coup, voilà, dites-nous. Et puis sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tout et de Rien. Allez, ciao, des bisous tout le monde. Bise. Salut. Là, tu m'entends ? Ouais, là je t'entends. Ouais, alors blablabla, bonjour, je m'appelle Marc, je suis un léprechaune. Je deviens fou, c'est difficile au travail en ce moment. Oh, tu vois, il a eu une journée difficile. D'accord. Ah, il est pas tout le temps comme ça ? C'est bon, ça a l'air de marcher, yes. Donc ça veut dire que j'ai un micro qui est foutu. Joie dans cette journée. Joie et bonne humeur. Ça, c'est bien. Bon, ça va, comme je disais, j'en ai 4 au total, donc maintenant j'en ai plus que 3, c'est pas très grave. On fait avec. Yes, ça vous dit, on commence ? Ah ouais, ça marche. Ok, ça marche. C'est parti, 3, 2, 1, bonne année.